Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à quelques kilomètres seulement de Bruyères, découvrir un village qui compte un peu moins de 600 chapellois. Direction la chapelle devant Bruyères. Nous parlerons chantournage avec Lydia Georges qui est une passionnée depuis plus de 20 ans. En fin d'émission, rencontre avec Olivier Jousse, pisciculteur professionnel qui élève notamment des carpe-coilles dans une démarche éco-responsable. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Jacques Valence, vous êtes le maire de la commune. Nous sommes sur le site des étangs du Moulin. On va en parler dans quelques instants. Alors vous êtes maire depuis 2008, c'est un village que vous connaissez très bien je crois, parce que vous y avez toujours vécu. Je suis né là à la chapelle, à l'extrémité de la commune là. Un village assez étendu? Assez étendu, très étendu, qui est divisé en 3 hameaux, on va dire la chapelle, Yvoux et puis Saint-Jacques. C'est une fonction prenante, la fonction de maire depuis 2008, quel est le constat que vous faites? C'est-à-dire en 2008, moi j'étais en retraite, j'étais agriculteur. Et là, j'ai été élu maire. Et puis depuis là, moi j'ai pris ma fonction de maire ici. J'ai pris la commune comme si je gérais ma ferme, je veux dire. Et quelle est l'évolution que vous constatez sur cette fonction? Est-ce que c'est une fonction qui est aujourd'hui plus compliquée? Ça devient de plus en plus compliqué. Alors par rapport à quoi? Par rapport à l'administratif déjà. Rien qu'un quelque chose qui était banal avant, on demandait une subvention maintenant, mais c'est une galère pour demander une subvention. Mais malgré ça, voilà, il y a toujours cette passion pour la commune, cette envie de continuer à monter des projets, à avancer. Oui. Et puis des projets, il y en a plein. Ouais. Parce qu'ici, des gens voudraient aménager, parce qu'on a une demande et puis le potentiel est là. Ça serait pour faire un bâtiment, un genre de café, peut-être produit du terroir. Pourquoi pas ramener la poste, l'agence postale ici? Je ne sais pas. Nous sommes sur le site des étangs du Moulin. C'est un site qui est important pour le village, un site où il y a du monde qui vient. Alors pour la pêche, pour se balader Pour la pêche, oui. Donc les 3 premiers, là, ça fait une vingtaine d'années qu'ils ont été rachetés. Le droit de pêche est donné à l'association de pêche. Quelle est l'idée de ce lieu, de ces étangs? Donc vous le dites, vous avez racheté une partie. C'est d'en faire quoi? Que doit devenir ce lieu? Que doit être ce lieu ici à la chapelle? Un lieu, je ne sais pas, mais je dis toujours, sans nos étangs, la chapelle... je ne sais pas si... Bon, si, on a nos montagnes à côté, quand même, mais je dis, c'est un lieu attractif et ça donne une image de marque à la chapelle. Et la partie que vous avez rachetée, pas dédiée à la pêche celle-ci? Elle y sera peut-être dans un second temps. Pas tout le site. Un étang un jour, l'autre, on ne sait pas encore. C'est encore à réfléchir. L'idée, c'est de préserver, favoriser. Alors là, c'est pour la biodiversité, c'est tout. Là, on voudrait que ça reste naturel. Il y a ces étangs, mais il y a aussi l'activité économique. Alors, il n'y a pas énormément de commerce ni d'industrie, mais il y en a quand même quelques-unes. On a le Toiltech qui emploie 110 personnes. Et puis, on a donc là à côté, on a Mecmas. Il y a 4 gros GAEC, ce qui représente à peu près sur la commune bonnement 700 hectares. Il y a 4 gros GAEC et 2 exploitations individuelles. Et on a un pondoir, un GAEC là, qui a 4000 poules qui font des œufs label rouge. À vous entendre parler donc des étangs, des entreprises, une mairie, une école, on peut dire que ça va chez vous à la chapelle de moi Bruyères? Je pense que ça va. Bon, il y a encore plein de choses à faire. Là, en ce moment, on est sur l'implantation d'un City Stade, là, oui. Prévu pour quand? C'est dans les... c'est prévu, on attend encore une petite subvention. On m'avait promis 80 par l'Agence nationale du sport, puis ça m'énervait un peu parce que tout d'un coup, on m'a dit, tu n'auras que 50. C'est pas pareil. Alors on est en train de taper un peu au conseil départemental, à la région. Pour se faire aider. Oui. Écoutez, bonne continuation à vous. Merci beaucoup Jacques pour votre accueil ici à la chapelle de Bruyères. Oui. Nous partons maintenant rencontrer Lydia Georges.
Après des soucis de santé, Lydia a décidé de se consacrer à sa passion, le chantournage. Elle travaille avec différentes essences d'arbres avec lesquelles elle laisse libre cours à son imagination. Lydia, merci de nous accueillir dans votre atelier de chantournage. Alors c'est une passion qui a pris plus d'ampleur petit à petit. Comment c'est venu cette passion pour le chantournage? Alors comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai eu des soucis de santé, donc qui me permettaient plus d'aller travailler. Et quand on a commencé à travailler à 14 ans, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain une activité. Moi qui suis très manuelle, j'ai commencé à faire des petites choses en pâte à sel, de la peinture sur un bois. Et de toucher le bois, ça m'a donné l'envie de faire autre chose. Et mon mari un jour m'a dit, écoute, voilà, tu as l'atelier, je vais t'acheter une machine. Vas-y, débrouille-toi. Et là, ça a commencé. Alors, c'est vrai qu'au début, j'en ai usé des petits bouts de bois pour faire rien que faire un cœur. Il me fallait. Et petit à petit, ben voilà, après, je faisais plein de choses. Et vous avez toujours tout appris toute seule finalement? Toute seule, oui, autodidacte. Qu'est-ce qui vous plaît dans le chantournage, dans cette activité? Le fait de toucher le bois, c'est une matière qui est noble. Enfin, pour moi, elle est noble. Et c'est vivant. Et on peut tout faire. Enfin, on n'a pas de limite. On peut prendre une photo, la modifier et la chantourner. Et alors, vous travaillez plusieurs essences de bois. Alors, lesquelles? Principalement l'épicéa, le sapin. Je travaille aussi le peuplier, quand j'en trouve, le fruitier. Et alors, pourquoi vous avez choisi ces essences? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui fait que vous avez choisi celles-ci? Elles sont très faciles à travailler. Le chêne, c'est très beau, mais c'est un bois qui est très dur. Mais non, c'est vraiment... ce sont des essences qui sont... c'est joli. Il y a des outils particuliers, des machines. Vous nous parliez de cette première machine que vous avez eue. Depuis, est-ce que vous êtes toujours avec cette même machine? Alors, non, j'en ai acheté une plus grosse. C'est une scie à chantourner. Avant de commencer à chantourner, on prend la planche, on la rabote, on la ponce. Après, je fais mes gabarits et je passe sur la machine à chantourner. Et vous avez aussi une machine laser maintenant, c'est ça? Alors, maintenant, oui, pour faire certaines choses pour Noël ou pour Pâques. Je grave mon dessin et après je découpe. Et ça me permet de laisser le bois naturel, ne pas le peindre, mais tout en faisant, comme là, le petit casse-noisette. Aujourd'hui, c'est une activité qui est restée au stade de la passion ou qui est devenue une activité professionnelle? Alors, on ne dira pas professionnelle, parce que bon, je fais certains marchés de Noël, certains marchés de Pâques, quelques marchés de l'artisanat. Donc, on a une micro-entreprise avec mon mari, puisqu'on est tous les deux, mais ça ne me permet pas de vivre. Ça met du beurre dans les épinards, ça, je ne dirais pas le contraire, mais... c'est le plaisir qui prime. C'est le plaisir. Au départ, c'est le plaisir. Et alors, à côté de ça, vous avez une activité, vous le dites, vous travaillez avec votre mari, oui. Aussi apicole. Oui, on a à peu près une centaine de ruches, principalement pour la production de miel de sapin. Et encore cette année, nous avons obtenu l'AOP, donc qui est quand même une distinction qui est quand même assez agréable à avoir. C'est que nos petites bêtes travaillent très bien. Voilà. Mais c'est pas... là, comme cette année, l'hiver est très long, on doute. Ouais. Parce que le miel de sapin, c'est pas tous les ans. Voilà. C'est difficile, mais voilà, c'est un équilibre que vous avez trouvé. Oui, un équilibre, voilà. On est comme nous sommes tous les deux à la retraite, ça nous permet d'être encore actifs. Merci Lydia de nous avoir partagé un petit bout de votre histoire. Nous partons maintenant rencontrer Olivier Jousse. Il a débuté avec des cyclidés. Aujourd'hui, il se consacre principalement à l'élevage de carpe-coï. Rencontre avec Olivier Jousse, pisciculteur passionné. Olivier, merci de nous accueillir. Nous sommes devant une de vos serres. Il y en a plusieurs, on va le voir. Vous avez commencé avec une espèce de poisson un petit peu particulière. Expliquez-nous. Depuis l'âge de 15 ans, je suis passionné de cyclidés africains. Alors, je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de monde. Donc, principalement les cyclidés qui viennent d'un grand lac d'Afrique, qui est le lac Malawi. Alors, on parle d'un lac, mais ça fait 650 km de long, 80 de large. Et il y a plus de 650 espèces qui sont déjà répertoriées dans ce lac. Donc en fait, j'ai un ami qui était importateur de poissons et un jour, on était en vacances, en discutant, il m'a dit « moi je vais acheter mes poissons en Allemagne, en Belgique, il n'y a rien en France ».
Moi j'étais géomètre à l'époque et je me suis dit pourquoi pas essayer de se lancer là-dedans. Donc pendant quasiment 1 an, j'ai monté mon projet et on a eu la chance de pouvoir récupérer le bâtiment l'année où on a décidé de s'installer. Et donc vous avez démarré avec les cyclidés. Voilà, pourquoi avec cette espèce de poisson précisément? Parce que c'était une passion pour moi, il y avait un marché, alors c'est un marché ce qu'on appelle de niche, hein, c'est pas ce qu'on trouve le plus en animalerie, mais il y avait quand même un marché. On a commencé en 99 et pendant une quinzaine d'années, on a fait tous nos chiffres d'affaires, on a travaillé qu'avec ces poissons-là. On a eu jusqu'à 130 espèces. Et ensuite vous vous êtes étendu donc, à la carpe koi, ce que vous faites principalement aujourd'hui finalement? Alors en fait j'allais livrer un de mes grossistes sur Strasbourg qui venait de rentrer des carpes koi du Japon. J'y suis allé, j'ai trouvé ça sympa et je m'en suis acheté 1, puis 2, puis 3. Et au final, j'en ai acheté une bonne 50aine, je crois, la première année. Mais c'était pas du tout pour les reproduire, c'était pour le plaisir à la base. Puis de fil en aiguille, on a eu un peu de repro de façon naturelle, on va dire. Et je commençais à m'y intéresser et on a commencé après à développer l'élevage plus professionnel. Voilà. Alors vous dites que vous avez commencé avec 1, 2, 3, aujourd'hui vous en avez combien? Alors là, juste dans la serre que vous avez là, on est monté à 4500 koi cet hiver. Là maintenant, on est descendu, on a déjà vendu, il doit en rester environ 3000. Et je dois en avoir environ entre 12 et 15 000 à l'extérieur, encore. À peu près. Voilà. Mais il faut avoir du stock, on fait de l'élevage, tout est produit chez nous. Hein, on a nos géniteurs, on fait nos larves, on fait grossir, donc forcément, il faut qu'on ait du stock. Et la carpe koi, pour monter en qualité, il faut faire de la quantité. Une carpe koi, vous pouvez prendre 2 très belles koi, elles ne vont pas forcément donner des très jolies. Donc il faut qu'on puisse trier. Donc d'ailleurs, dans la serre là que vous avez, on a 3 gammes. La gamme standard, c'est les moins colorés. Ce qu'on appelle les B, c'est déjà les poissons colorés, mais où la répartition des couleurs n'est pas parfaite. Et il y a les A, où là on a une belle répartition des couleurs, où on se rapproche des standards japonais. Parce que les standards japonais, ça peut aller à des montants qui sont exorbitants. Ça peut être très cher sur les poissons qui font des concours. Ouais, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que la plus chère a dû être vendue pas loin d'1 million d'euros. Alors, vous parlez de choix de géniteurs tout à l'heure. Comment se fait ce choix justement? Alors, à la base, on est parti avec les japonaises qu'on avait, sachant que les japonais ne laissent pas sortir les plus jolies. Et par contre, dans nos jeunes, je dirais qu'on a acheté un patrimoine génétique. Et dans nos jeunes, on a des poissons qui sont plus jolis que ce qu'on a eu en japonais. Donc maintenant, je les resélectionne et j'essaie de les reproduire entre eux. Quel est le cycle dans l'année? Comment se fait, à quel moment on fait la reproduction? Nous, on travaille dans le cycle de la nature. Hormis le fait qu'on soit sous serre, ce qui permet de temporiser un peu les températures, on fait tout en cycle naturel. Donc on fait une ponte par an. Pas plus. Globalement, j'attends que la température des poissons sous serre arrive environ à 15-16 degrés. Là, on les pêche et on les rentre dans une serre à l'intérieur où là, la température est à 22 degrés. Généralement, ça déclenche la ponte entre 24 et 48 heures. On va parler de votre système de filtrage, parce que vous êtes dans une démarche aussi éco-responsable, d'économie aussi financière, voilà. C'est un ensemble de choses et ça passe par le système de filtrage. Alors, on a ce qu'on appelle un filtre à tambour. Alors, pour résumer, le filtre à tambour, c'est une évacuation directe des déchets. Au fur et à mesure que les poissons produisent des déchets, le filtre élimine directement les déchets. Donc ça permet de mettre plus de poissons, de moins consommer en énergie parce qu'on n'a plus besoin de filtrer à 3-4 fois le volume à l'heure. Une fois le volume à l'heure, ça suffit. Et on consomme beaucoup moins d'eau du coup. On a moins de changements d'eau à faire. Donc on consomme moins d'énergie, on consomme moins d'eau et on peut mettre plus de poissons. Alors où est-ce que partent tous vos poissons, majoritairement? Alors on travaille avec 2 grossistes, on travaille avec quelques grosses animaleries indépendantes, on commence à avoir quelques référencements sur des petits groupes de jardinerie. Et puis après, pour les koi, moi ce que je vis, c'est développer beaucoup la vente en local. On parle toujours de circuit court. Bon, circuit court on a des gens qui viennent de Verdun, d'Alsace. Quart Nord-Est. Voilà, mais ça reste un circuit court pour. Disons que ça vient pas. Alors, savoir que la plupart des poissons d'ornement, pas spécialement les koi, au plus près ça vient de République tchèque, après c'est Israël et après c'est l'Asie. Ou alors c'est des poissons sauvages prélevés en milieu naturel. Merci beaucoup Olivier pour votre accueil. C'est déjà la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Parler lentement et tout ça. Ça y est, ça fait 5 ans qu'elle est là, enfin elle s'est parlé. C'était
Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.